Bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous voici à Nancy, ville incontestable des ducs de Lorraine. Et justement, nous allons vous présenter le palais des ducs de Lorraine. Alors, admirateur de l'histoire culturelle et locale, ou alors admirateur de l'histoire qui se cache derrière les pierres de l'histoire, cet épisode est pour vous. Car aujourd'hui, nous allons vous présenter ce bâtiment, mais surtout, nous allons présenter son histoire, et peut-être dans de prochaines vidéos, nous présenterons son intérieur ou d'autres choses sur le bâtiment. Bref, je vous présente donc l'acolyte qui va me suivre dans ce projet, mon ami. La même entrée. Salutations. Allez, je m'incruste et je fais la vidéo à ta place. Voilà. Alors, ne perdons pas plus de temps que cela avec des mondanités, et lançons-nous dans l'aventure. Faisons un petit point géographique, car après tout nous sommes, en tout cas pour mon cas, je suis en histoire-géographie. Ce bâtiment s'inscrit donc dans l'actuelle ville de Nancy. Tout d'abord, où se trouve Nancy? Cela se situe en Lorraine, dans le département de Meurthe et Moselle, et c'est tout simplement la région de la Lorraine. Tu veux dire le Grand Est? Et nous nous trouvons donc sur la rive gauche de Nancy, au nord de la ville, où le bâtiment se situe, donc place de la Carrière, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas visible faute de fêtes locales, ou je ne saurais trop quoi dire. Bref, il est aujourd'hui un hôtel particulier de la ville, assez important, et avec une histoire qu'on va un peu plus s'attarder avec le contexte historique. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. La Lorraine est alors à ce moment-là un duché d'une certaine importance et non des moindres. Et elle est sous la direction du duc Léopold Ier, duc de Lorraine. Jusque-là, il faut dire que les ducs de Lorraine vivaient dans le palais ducal de Lorraine, ou plutôt nommé le palais des ducs de Lorraine, que Valentin a fait sur sa chaîne. Absolument, et je vous invite donc à y aller sans plus tarder, sans prendre le temps de rester ici, c'est pas important, pour aller voir l'histoire du palais des ducs de Lorraine. Nous ne sommes vraiment pas payés pour cette vidéo. Je ne le suis pas déjà. 2000 years later. Bref, revenons un peu à Léopold Ier. Ce dernier, il faut dire qu'il ne se plaisait pas dans cette vieille demeure qu'il trouvait étriquée, morne et désuète. On voit que le gars visiblement n'est pas très habitué aux chambres étudiantes. Mais enfin, il a alors en fait un architecte sous la main pour réaliser ce projet, un certain Germain Beaufranc. Il lui donne des instructions particulières. Donc il veut absolument que la façade de son palais soit orientée direction place de la Carrière, celle où nous ne pouvons pas aller aujourd'hui pour des raisons de gros stands gigantesques qui bloquent le passage. Et les premières pierres sont donc posées en 1715, donc le projet semble splendide et glorieux pour le duc, évidemment, il ne veut pas faire les choses à moitié. On dit même que c'est une sorte de Louvre en fait, techniquement, jusqu'ici. D'ailleurs, j'en parle également dans la vidéo. Il s'agit d'une sorte d'un certain mouvement de renouveau qui pourrait redorer le blason de la famille des ducs de Lorraine. De plus que le duché de Lorraine est un véritable état, d'où l'importance de montrer sa puissance économique et sa prospérité aux yeux de tous. Mais un problème va se poser. L'endroit exact où il veut installer son nouveau palais se trouve le cœur de la collégiale Saint-Georges. Un bâtiment qui date du XIVe siècle. Et comment résoudre ce problème? Tout simplement avec la destruction. Oui, car quoi de mieux pour mettre un bâtiment sur un autre que de le faire tout simplement péter. C'est ainsi qu'en 1717, l'architecte Germain Beaufranc décide de faire absolument tout péter la partie orientale de l'ancienne bâtisse pour continuer les constructions. Seulement, la construction va connaître un coup fatal. En effet, l'héritier du duché, le petit Léopold de Clément, meurt en 1723. Et quel est le rapport alors avec la construction de ce bâtiment? Eh bien, au-delà de la pierre et du travail, il y a le moral. Le pauvre duc de Lorraine est profondément touché par la mort de son fils, et du coup Léopold Ier, qui se renferme à Lunéville et meurt en 1728. Alors, on peut penser ici il y a son autre fils, François III, qui va pouvoir reprendre le flambeau de la maison des ducs de Lorraine.
Mais il n'en est absolument pas ça, puisqu'en effet, ce dernier va plutôt laisser sa mère prendre la régence en main. Devant les nombreux problèmes d'argent du duché, plus le coût assez important que représente la construction du palais, on peut comprendre qu'elle laisse le projet de côté et s'attarde à remettre les choses dans l'ordre. Comment parler de Nancy sans parler de Stanislas? Ancien roi de Pologne, mais déchu et placé au sommet véritablement d'une succession de duchés par son gendre, Louis XV. Stanislas résida alors à Lunéville, tout comme les derniers instants de Léopold Ier, et le palais était tombé en désuétude. Il est alors détruit à l'exception de quelques arcades présentes encore aujourd'hui dans la cour intérieure, mais ce au profit de nouveaux projets de Stanislas, qui voient la ville de Nancy un terreau fertile pour un nouveau plan d'urbanisation. La place de la Carrière est alors entièrement emménagée dans cette période des années 1740. Et dans ce projet d'urbanisation et d'harmonisation de la place, était compris la construction d'un palais intitulé La Nouvelle Tendance. Débute alors un chantier formidable qui dura de 1751 à 1753. Ici, il y eut alors de nombreux artistes pour travailler sur le chantier, comme les sculpteurs Guibal, Vallière, Lenoir, l'architecte principal Emmanuel Héré, mais aussi Gergonne, Girardet et Lamour pour la décoration intérieure. Dans un style d'architecture classique, on ne peut qu'admirer la beauté du paysage, la beauté du bâtiment. De son extérieur splendide et de raffinement certain pour les références antiques, comme les colonnades que vous pouvez voir ici présents à la terrasse. À la mort de Stanislas en 1766, et ce contrairement à ce qu'avait dit notre cher duc de Lorraine, eh bien le duché rejoint le royaume de France. Le nouveau gouverneur des lieux est alors... C'est quoi le nom déjà? Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville. Ouais, lui, là... Ouais. Bon, enfin, en tout cas, il devient le gouverneur de la région et il réclame ce palais en tant que demeure et quartier des opérations. Bref, il s'approprie complètement le mobilier. Ce choix est fait de manière simple en fait, c'est le plus beau bâtiment de la ville à ce moment, et donc les réparations et l'entretien y sont effectués pour lui redonner un coup de pinceau. Mais bon, les histoires des rois, tout ça, c'est bien joli, mais parlons un peu plus de la période révolutionnaire et impériale. Toujours est-il que le palais est tout simplement abandonné, visiblement dans le désordre de la Révolution, pour être loué tour à tour par des particuliers. Même qu'il paraît qu'on a installé un café quelque temps ici. Comme quoi les gouverneurs devaient bien s'y plaire. Mais bon, ça ne dure pas et le bâtiment est définitivement abandonné au cours des événements. Et la guerre vient aux portes de Nancy. Pour faire la révolution, il faut des armes, et pour la défendre, eh bien il faut les utiliser. Et lorsque la 4e division d'infanterie est créée, la toute nouvelle constituante de 1791 en fait un siège de commandement des opérations. S'ensuit alors toute une succession de généraux qui vont se passer le flambeau des bureaux du palais de Nancy entre 1791 et la fin des guerres de coalition en 1815. Le premier étant un général, un certain général Viktinghoff, qui résida ici pour l'ordre de la 4e division d'infanterie entre 1791 et 1792. Puis vient le général Berneville entre 1793 et 1794. Le général Gillot qui occupa le poste le plus longtemps, à savoir entre 1796 et 1811, fera même quelques petites rénovations, mais bon, la guerre est le martyr véritablement de la ville. Le fameux général Lacoste prendra la suite de 1811 à 1814, soit durant la campagne de France. Et c'est en 1817 que le général Descartes fut le dernier général à fouler le sol du palais des gouverneurs de Nancy pour cette période. Oui, parce qu'après ça va encore reprendre, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Ce qui s'explique par le fait que la 4e division d'armée est fusionnée à cette date avec la 3e. Mais le siège de ces divisions fut choisi à Metz et non plus à Nancy. Une fois les bourrasques des conflits révolutionnaires et napoléoniens passés, il était temps pour le bâtiment de prendre des vacances. Avec le retour de la monarchie en 1815 et le retour d'un certain roi Louis XVIII, un roi qu'on qualifiera de plutôt potent, vient le temps d'une relative paix. Le bâtiment devient un lieu de stockage de paperasse avec la mise en place d'un préfet, dont le premier fut le marquis de Foresta en 1823.
subissant également les aléas des changements de régime à Paris entre monarchie, république, empire. Faut s'accrocher au 19e siècle. Et ainsi, le palais reçoit des visiteurs, et non des moindres. Charles X, Louis-Philippe, François-Joseph d'Autriche, Napoléon III et sa femme. Avec sa réorganisation militaire de la France en 1858, soit sous le Second Empire, l'administration du pays se doit de se militariser. Le préfet à ce moment-là était un certain Langle, mais ce dernier dut donc donner les clés du palais au nouvellement nommé commandant suprême des divisions de l'Est, Corobert. S'ensuivit alors une succession d'administrations militaires qui prend place dans le palais comme Mac-Mahon ou Bazaine. Mais l'heure de la guerre revient comme l'aiguille qui refait le cycle d'une journée qui vient chambouler le quotidien du bâtiment. Il faut dire que la défaite de 1870 est humiliante pour la France et surtout pour la Lorraine. Le bâtiment passe du commandement allemand jusqu'en 1873. Mais plus important, la perte de l'Alsace-Moselle change la donne dans l'administration militaire du lieu. Maintenant que Metz n'est plus dans le coup, et ça l'embête beaucoup, Nancy devient la nouvelle capitale des régions de l'Est, et son intérêt stratégique en est grandement renforcé. Et donc, va héberger l'administration militaire tout le long du XXe siècle. Le palais des ducs de Lorraine passera de la main des Français à celle des Allemands, à nouveau entre 1940 et 1944. Et après la Deuxième Guerre mondiale, une certaine routine commence à s'installer dans les lieux avec une simple succession de divisions et de généraux qui se passent la main et le relais dans les couloirs d'un palais autrefois destiné à la grandeur des ducs de Lorraine. L'occupant militaire de ce magnifique bâtiment fut la 4e brigade aéromobile des généraux Goes-Briand. Excusez-moi pour le prénom ou le nom de famille, c'est absolument terrible. Le général Hottier, Auguier et également Anselme et Jumelé, qui resteront de 1999 à 2009. Le palais est finalement cédé par l'armée au début du XXIe siècle au profit de la ville de Nancy qui récupère donc le bâtiment. Dès lors, le palais est introduit dans un programme de rénovation ainsi que de développement culturel, le musée lorrain. Et c'est en 2013 que le musée et le palais des gouverneurs ouvrent ses portes au public pour de belles expositions. Tandis que les étages supérieurs logent le gros du pôle culturel et attractif de la ville de Nancy. Et voilà, bon, pour la conclusion, du coup, je la fais en voix off, puisque pour le tournage, c'était déjà assez chaotique comme ça. Donc voilà, un projet de réaliser un, et le premier avec l'aide de quelqu'un. Ce fut une expérience, ma foi, très intéressante, que j'aimerais refaire plus tard dans l'avenir, et en la compagnie de Valentin, certainement. Et en parlant d'avenir, j'aimerais beaucoup revenir ici afin de préciser des choses que je n'aurais pas pu dire sur ce bâtiment et notamment sur l'intérieur de ce dernier, car il faut bien dire que son intérieur est richement décoré et mérite amplement une vidéo. Il faudrait juste une autorisation afin d'y pouvoir tourner. J'en profite évidemment pour remercier grandement mon ami Valentin pour son aide incommensurable sur ses tournages, etc., qui a pu me refiler son matériel pour tourner. Bref, merci beaucoup. Bon, et si je reviens un peu plus sérieusement sur cet épisode, j'en suis tout à fait conscient de ses défauts, et je travaillerai à essayer de les régler à l'avenir, puisque cette vidéo consiste effectivement en une sorte de test afin de voir comment se déroule véritablement un tournage en extérieur. Ce, afin de mieux se préparer à l'avenir à faire des vidéos de ce genre. Bref, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux épisodes en tout cas, en collaboration sur ce format. Et souvenez-vous que l'histoire soit avec vous. Le dernier occupant militaire fut la 4e
Il y a vraiment tout qui s'enchaîne. Bip, bip, bip. Ouais, 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 ouais. Ah, on le voit plus, on le voit plus. Ouais, 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 ouais.